Voilà. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire d'avril qui va parler de interpeller et convaincre ses élus avec un grand témoin, un ancien élu à la ville et à la métropole de Nantes sur les questions climatiques. On va vous proposer de commencer sans tarder pour pouvoir avoir un maximum de temps d'échange avec Tristan Riom qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Euh, et, hop, donc voilà, donc le webinaire, euh, comment ça va se dérouler? Donc là, on est sur le petit temps d'accueil. On va rapidement présenter le contexte du webinaire. Je vais vous présenter la campagne municipale qu'on mène avec le RCC, Réseau Compost Citoyen, au niveau national et au niveau local. Et ensuite, on laissera la place à Tristan pour, pour témoigner de lui en tant qu'élu, comment il a vécu, enfin, quel conseil il peut nous donner un peu par rapport au fonctionnement des institutions locales et on aura tout un temps d'échange avec lui. Donc déjà, pour se mettre en jambe, je, je vous ai préparé cette petite question auquel vous pourrez répondre dans le chat. Euh, pour voilà, avec quelle question êtes-vous venu ce matin? Ça va nous permettre de voir euh, comment est-ce qu'on peut au mieux répondre à vos questions. Et si éventuellement il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre ce matin, ça nous permettra aussi de les identifier et voir ce qu'on peut vous proposer par la suite. Et, euh, et voilà. Donc vous pouvez répondre, n'hésitez pas à mettre vos réponses dans le chat. Euh, et voilà. Donc il n'y a pas encore beaucoup d'attente, mais ça va venir au fur et à mesure. Et bonjour à toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Euh, Juste quelques petites consignes, vu qu'on est très nombreux ce matin, c'est important de garder bien les micros coupés pour éviter les interférences et les bruits de fond. On vous propose du coup pour vos questions de passer directement par le chat. Ça va aussi permettre de ne pas couper l'intervenant pendant sa présentation et qu'il puisse noter vos questions au fur et à mesure et y répondre. On verra si on a besoin de précision ou si on a quand même suffisamment de temps pour vous laisser un peu parler. Mais voilà, dans un premier temps, on va passer uniquement par le chat. Et dernière petite information, donc on enregistre ce webinaire qui sera diffusé sur notre chaîne YouTube du RCC Go. Voilà, si vous ne souhaitez pas apparaître, n'hésitez pas à couper votre caméra. Et ça fera aussi moins de bande passante. C'est toujours bien pour la planète. Voilà. Je vous propose d'attaquer tout de suite sur la campagne du RCC. Non, voilà, sur la campagne du RCC. Donc, vous devez le savoir, il y a eu les élections municipales là il y a quelques semaines. Et ces élections municipales, ça a été l'occasion du renouvellement des conseils municipaux et des conseils communautaires sur l'ensemble de la France. Donc, c'est 34 000, j'ai oublié les chiffres exacts, 34 000 communes et je sais plus exactement combien d'intercommunalités. Euh, et cet échelon-là est hyper important pour nous tous, euh, quel que soit notre niveau. Euh, les, les décisions sont quand même, les décisions au niveau de la PG Prox sont très dépendantes quand même des décisions prises par les municipalités et les intercos de nos territoires. Et donc, c'est vraiment un échelon qui est hyper important pour nos missions. Voilà, donc c'est un échelon qui nous concerne très, très directement. Donc les nouveaux élus, ils vont avoir en charge de définir la nouvelle politique des biodéchets et de la PG Prox à 2 ans après la mise en place de la loi AGEC. Oui, effectivement, la PG Prox, donc la prévention et gestion de proximité des déchets. Donc, il y a 2 ans, il y a eu une obligation de tri à la source des biodéchets avec la loi AGEC, ce qui a permis de faire un,
un gros boost dans nos activités. Mais là, on est 2 ans après et voilà, comment est-ce qu'on arrive à pérenniser toutes ces actions qui ont été mises en place. Et donc pour ça, on a besoin de quand même aller influencer un peu nos élus, ou en tout cas les orienter vers la solution la plus économique, la plus écologique, la plus sobre, qui est la gestion de proximité des biodéchets et qui représente aussi pas mal d'avantages sociaux, aussi en termes de qualité de vie des sols, etc. Euh, et donc là, les élections ont eu lieu, mais c'est pas pour autant que les choses euh, ne sont figées, même si les élus ont mis des programmes. Les nouveaux élus sont pas forcément au fait entièrement de tous les sujets. Et il y a notamment la période des 100 jours, qui est une période emblématique de décision et où les élus vont communiquer sur qu'est-ce qu'ils comptent faire pendant le mandat sur les différents domaines. Donc c'est un moment important d'influence, mais Tristan reviendra mieux sur cette période-là dans sa présentation. Donc nous, en vue des élections, on a lancé une campagne parce qu'on s'est dit que c'était incontournable d'aller faire du plaidoyer au niveau local et national, que ce soit pour nous, on va dire à des échelons plus grands, ou pour nos adhérents aussi pour aller défendre la PG Prox au niveau local et qu'ils aient les moyens enfin, que vous ayez les moyens en fait de mettre en place les actions qui sont nécessaires sur vos territoires. Donc pour ça, on a décidé de de venir outiller autant qu'on pouvait nos différents adhérents et de les accompagner du coup dans leur démarche de plaidoyer auprès des décideurs locaux. Donc, avant les élections, quelle forme ça a pris? Ça a pris la rédaction et la diffusion d'un plaidoyer pour la Prox, qui s'appelle, c'est notre manifeste qui s'appelle La gestion de proximité des biodéchets créatrice de valeur pour votre territoire, qui reprend tous les enjeux et qui propose euh, de nombreuses mesures en faveur de la gestion de proximité des biodéchets. Donc, on vous l'avait transmis et enfin, voilà, je ne veux pas revenir en détail sur ce manifeste, mais voilà, je vous encourage à le lire, à l'utiliser. Il est en accès libre. Voilà, on l'a fait pour nous tous, pour qu'on soit le mieux armé possible quand on va venir dialoguer avec des élus ou des services techniques ou avec différents acteurs sur comment est-ce enfin, voilà, avoir les meilleurs arguments en faveur de la gestion de proximité et à avoir des mesures clés en main un peu pour les décideurs. Ça, c'était avant les élections. On l'a rédigé et on l'a diffusé. Et maintenant, on est après les élections. Donc, on continue notre action. Euh, donc, une des actions qu'on va mettre en place, c'est notamment des courriers de félicitations républicaines aux maires des plus grandes villes de France. Voilà, on ira contacter les, co- les, les acteurs des villes qu'on va aller contacter en temps voulu bah, pour vous, pour vous solliciter par rapport à ça et discuter avec vous de votre contexte local sur ces villes-là et pas voilà, le faire en bonne intelligence avec les différentes personnes. Du coup, ce courrier-là, c'est pour dire bah, bravo, vous avez été élu. Maintenant, c'est bien de penchez-vous sur la question de la PG Prox, qui est une solution très bien pour la gestion des biodéchets et qu'on vous encourage à mettre de telle et telle manière. Euh, Ensuite, ça va être de continuer à outiller les adhérents, bah, comme aujourd'hui avec ce webinaire qui a vocation à ouvrir un peu notre manière de voir et de pouvoir aller discuter avec nos élus pour les convaincre au mieux. Et enfin, ça va être de continuer nous aussi à faire du plaidoyer au niveau régional, au niveau national, avec Chloé qui est notre référente au niveau du RCC, qui va rencontrer de nombreux acteurs au niveau national pour influencer en faveur de la PG Prox. Voilà, donc dans tous ces outils, voilà, il y a le webinaire qu'on propose ce matin, donc interpeller et convaincre ses élus. Et pour ça, je vais pas m'éterniser plus, je vais laisser la parole à Tristan Rio, qui est ex-élu à la ville et à la métropole de Nantes, en charge de la question climatique et énergétique,
il vous redira exactement son intitulé de poste qu'il avait lors du précédent mandat. Donc c'est un élu qui était un élu très militant, qui était très engagé sur les questions climatiques et écologiques. Voilà, du coup, moi j'ai eu l'occasion régulièrement de travailler euh, avec lui et voilà, il avait notamment eu une démarche euh, d'ouverture pour renouveler aussi le dialogue qu'il avait avec les différents acteurs du territoire. Par exemple, il y a un forum métropolitain qui a commencé à exister, qui regroupe des associations plus militantes, des acteurs plus institutionnels, des entreprises qui sont liées à la transition énergétique et climatique du territoire et qui sont en charge de, de regarder la politique climatique mise en œuvre par la métropole avec un certain degré de liberté dans leurs actions. Je vais citer une autre exemple d'action. C'est pour présenter le plan climat air énergie qui a été rédigé par la métropole. Et, euh, et plutôt que d'être dans un volet technique, il a impulsé auprès de la métropole que ça soit des dessinateurs de BD qui racontent qu'est-ce qu'un, quel est notre avenir climatique à travers cette petite BD. Voilà, euh, qu'on voit bien, ça va être super, qui est un super moyen de voir aussi, de communiquer différemment et de pouvoir dialoguer différemment avec des personnes qui sont pas dans des outils hyper techniques, etc. Euh, donc voilà pour, euh, pour ce qui est de la présentation de ce webinaire et du contexte de la part du RCC Go. Maintenant, je vais laisser la place à Tristan pour que tu puisses témoigner de quelle a été ta place pendant ces 6 ans et quels conseils tu peux nous donner pour influencer sur les politiques de nos territoires. Euh, Hop, je vais te laisser la main. Vas-y. Parfait. T'as le micro coupé encore. Voilà, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Ouais, parfait. Normalement, il y a mon écran qui est projeté, c'est parfait. Et bah, merci pour l'invitation. Je suis en effet plus élu depuis maintenant 4 jours, parce qu'on a eu le conseil d'installation à Nantes Métropole, mais je suis quand même très content de participer à ce webinaire. Je vais me présenter rapidement. Donc, hop là, moi je m'appelle donc Tristan Riom, je suis nantais, j'ai 31 ans. Je suis ingénieur de formation, militant sur les questions climatiques et du coup élu sur le mandat 2020-2026. J'avais un titre à rallonge comme les collectivités savent bien le faire, puisque j'étais donc maire adjoint en charge d'un quartier et des politiques énergie sur les bâtiments de la ville de Nantes et vice-président de la métropole de Nantes en charge du climat, de l'énergie, des mutations économiques, de l'agriculture, de l'alimentation, du risque, des crises, de la pollution, de l'air et du bruit. Tout ça pourrait s'appeler, par exemple, la transition écologique, mais j'y reviendrai après. Je me permets juste, je remarque que dans le chat, dans les questions, il y a beaucoup j'ai l'impression, d'agents de collectivité. Est-ce qu'on pourrait faire un sondage, vous utilisez les réactions, qui dans la visio est agent d'une collectivité ou travaille pour une Comcom ou même un syndicat de déchets? Si vous pouvez faire des petits likes ou juste des manifestations que je me rende compte un peu. Ok. D'accord, c'est pas mal. Et qui du coup est plutôt soit dans une entreprise, soit militant, enfin comment dire, porteur de plaidoyer au niveau local, du coup externe à une collectivité. Ok, ok, très bien. Bon, c'est à peu près moitié-moitié, j'ai l'impression. J'avais plutôt conçu la présentation sur l'externe, mais du coup, je vais réorienter un peu pour aussi essayer de parler pour les gens qui connaissent déjà un peu mieux, puisque les gens des collectivités connaissent un peu mieux le fonctionnement institutionnel. Et on se laissera du temps, bien sûr, pour l'échange. Je vais mettre mon chrono.
Tchac. Voilà. Donc, le sujet sur lequel on m'a proposé d'intervenir, enfin, sur lequel Benjamin m'a proposé d'intervenir, c'est interpeller et convaincre ses élus, qui est un sujet évidemment assez large. C'est pas un cours sur le plaidoyer que je vous fais, c'est plus un retour d'expérience de comment fonctionne un élu finalement, voilà, son agenda, ce à quoi il pense, et puis essayer d'avoir après des échanges. Voilà. Alors, bon, Benjamin l'a rappelé, ça c'est une pyramide qu'on connaît bien, mais qui vaut le coup de juste de rappeler qu'il y a en fait plusieurs strates de décision sur les politiques publiques. Il y a donc l'État, les régions, les départements, ce qu'on appelle les EPCI, donc ça va les métropoles, les communautés urbaines, comme communautés d'agglomération et communautés de communes, et les communes, avec les particularités, c'est que l'élection qu'on a vécue juste là le mois dernier a donc désigné les élus pour les communes et les élus pour les EPCI. En plus, dans la partie EPCI, on pourrait mettre tous les satellites des communes et des EPCI, dont on parlera un petit peu après. Donc, toute cette strate-là fait qu'il y a des responsabilités qui sont allouées à ces différentes échelles-là. Et donc, quand vous êtes porteur ou porteuse de plaidoyer ou de propositions pour le territoire, il faut déjà bien repérer à qui je dois aller m'adresser. Mais si beaucoup travaillent avec les collectivités, vous connaissez déjà ça. Pour rappel, moi, je parle du coup d'un territoire particulier qui est Nantes Métropole. Donc, il est particulier parce qu'il est très urbain, parce qu'il a beaucoup d'importance en termes de population sur le territoire où il est, la Loire-Atlantique. Donc, je vais vous faire un retour d'expérience qui parle aussi de là. Alors, je vais essayer de pas que parler de mon point de vue, mais en tout cas, voilà, j'ai été élu d'une grande communauté de communes avec du coup des manières de fonctionner qui sont liées aussi à ça. Et quand on est dans un autre endroit, il faut évidemment avoir ça en tête. Le nombre de personnes qui travaillent dans les services, etc., n'est pas du tout le même. Donc déjà, ce qui est important de repérer, c'est la différence entre ce qu'on peut appeler l'Assemblée et le gouvernement local. On vient de voter pour les élections, on a donc élu une assemblée qu'on appelle le conseil municipal ou le conseil métropolitain. Et ensuite, au sein de ce conseil, enfin, les élus viennent désigner un petit gouvernement local. Pour les mairies, on appelle ça les maires adjoints. Et pour les métropoles ou les communautés de communes, en général, on appelle ça les vice-présidents, vice-présidentes. Le premier élément, donc ça, ce que je vous montre, c'est le conseil métropolitain de 2020-2026. Euh, Tout en haut, vous avez la ligne des vice-présidents, vice-présidentes, avec moi en vert juste au milieu. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en termes de couleurs, puisque les couleurs sur mon diapositive donnent les couleurs, les tendances politiques, on peut remarquer que là, par exemple, c'est une collectivité qui fait le choix d'avoir une majorité politique, c'est-à-dire que tous les vice-présidents, vice-présidentes sont du même bord politique, en tout cas de la même tendance, ce qui n'est pas le cas pour toutes les Comcom. Donc déjà, le fait de repérer ça, ça vous donne déjà des éléments sur comment on peut porter le plaidoyer, comment on peut porter des propositions pour le territoire, parce que ça joue évidemment sur la manière de fonctionner de la communauté de communes. D'autant qu'une Comcom, dont on va beaucoup parler, puisque vous avez des sujets qui touchent aux déchets et donc beaucoup aux communautés de communes, euh, en fait, elle est très en lien avec les mairies, donc il y a toujours une gouvernance qui peut être un peu compliquée, qu'il faut appréhender entre la communauté de communes et la commune. En tout cas, c'est important de le savoir, il y a une assemblée et il y a un gouvernement local, et c'est là-dessus que vous allez vous appuyer pour rencontrer les bons interlocuteurs. Alors du coup, une fois qu'on est élu, il faut déjà se mettre d'accord sur c'est quoi le rôle d'un élu. Donc j'ai fait un peu ce graphique là sur un peu tout le spectre. Alors évidemment, nous, on ne va pas travailler sur tout aujourd'hui, mais c'est important de se rappeler qu'il y a un grand spectre d'action quand on est élu local. On peut commencer par ce qui est le plus éloigné de ce dont on a parlé. Il y a les missions de sécurité. Donc un élu, ça fait des astreintes, ça fait des hospitalisations d'urgence, des choses un peu étonnantes, on va dire, quand on ne connaît pas trop ce milieu-là. Ça fait aussi ça a aussi des missions de représentation auprès des écoles, des institutions. Donc là, ça va nous intéresser sur la partie les associations, les SEM. Ça fait aussi des mariages, évidemment. Un élu, quand il est dans un gouvernement local, ça décide d'un certain nombre de choses. Et là aussi, c'est un élément qui nous intéresse puisque il ou elle doit émettre des arbitrages, il participe à des COPIL, des commissions, le conseil municipal. Donc il y a un rôle de vraiment faire partie d'un gouvernement local, si je peux dire. Euh, un élu a aussi une mission d'employeur. Ça, de mon expérience, j'y reviendrai. Je pense que c'est quelque chose qui est parfois un peu sous-estimé de la part des acteurs associatifs qui viennent solliciter les élus, parce que finalement, le poids de la technostructure que l'élu doit emmener, ça a l'impact sur les décisions qu'il va prendre, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. Donc, comme il y a des agents des collectivités, du coup, vous êtes de ce côté-là, donc vous voyez bien
l'effort que c'est d'emmener des très grosses structures dans lesquelles on peut travailler à mettre en place des projets qui peuvent paraître parfois simples, y compris parce que il y a des enjeux légaux, etc. Ça a une mission d'écoute auprès des habitants et des habitantes, ça c'est ce que voient le plus les gens, hein, les réunions publiques, les permanences. Et puis à un échelon individuel, il faut aussi concilier une vie politique qui peut être extrêmement prenante et une vie personnelle et professionnelle. Voilà. Pour les nouveaux élus, en tout cas, qui arrivent, il faut avoir conscience que souvent, au début, il peut y avoir un peu une petite panique de réaliser l'ampleur de la tâche qu'on a devant nous, parce qu'en fait, il va falloir concilier le temps de parfois gérer la famille, plus les réunions le soir, plus le travail. Enfin, il y a quand même un temps d'adaptation et d'organisation qui n'est pas anodin. Donc, quand on arrive, en tout cas, en tant qu'élu, on est confronté à tout ça un peu d'un coup. On peut être un petit peu perdu dans ces différents espaces parce que même si on connaît un peu la collectivité, dès qu'on arrive sur un nouveau sujet, en fait, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et donc, pour illustrer un peu tout ça, je vais vous montrer une semaine, hop là, de mon agenda, si ça marche. Non, ça ne marche pas. Hop là, voilà. Ah, voilà, ça ne marchait pas. On va reprendre. Hum, et voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Ouais. Oui, oui, on voit bien ton écran avec la semaine au hasard. Voilà, la semaine au hasard. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute ma semaine, mais ça illustre un peu les différents équilibres de la vie d'un élu. Là, on est sur une fin de mandat et un mandat bien rempli, puisque vous voyez que j'avais quand même une grosse délégation. En gros, je considère qu'une semaine d'un élu, elle se découpe entre plusieurs temps. On va commencer par les temps en orange. Donc, moi, j'étais élu à la ville et à la métropole de Nantes. Donc, les temps en orange, c'est les temps où finalement j'ai des rendez-vous avec les agents de la collectivité pour orienter les politiques publiques dont j'ai la charge. Moi, dans mon positionnement, dans ma manière d'exercer mon mandat, je faisais le choix d'être très présent auprès des agents avec qui je travaillais. Donc, j'avais beaucoup de points très réguliers toutes les semaines sur toutes les thématiques. Donc, on a en fait des points réguliers sur l'air, sur les budgets, sur l'économie, le climat, les risques, les crises, bon, parce que ça, c'était mes délégations. On a pareil à l'échelle de la ville, donc là, c'est les parties en bleu. Voilà, j'étais en charge d'un quartier, donc j'ai des réunions budgétaires sur les questions du quartier, des commissions, etc. Ce temps finalement de gouvernement, là, dans cette semaine, il prenait 30% de mon temps. En plus de ça, on a donc des réunions publiques. Donc là, j'avais la conférence de presse pour la sortie de la bande dessinée du climat, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, les temps de représentation aussi, c'est un moment important parce que il faut quand même qu'on rende visible notre action publique. À noter que là, ma semaine, elle était du lundi au samedi parce qu'on a souvent des week-ends qui sont mangés aussi par le mandat. Euh, et ensuite, j'ai une catégorie que j'ai appelée réunion politique. Donc là, voilà, un élu, ça a souvent des responsabilités politiques. Donc moi, par exemple, j'ai des responsabilités au sein du Parti des écologistes, donc j'y passe du temps. Il y avait les municipales qui étaient en négociation, donc j'y passe du temps aussi. Et enfin, le dernier bloc, c'est la partie en vert que j'ai appelée réunion externe de fond. Là, c'est en fait le temps qu'on peut consacrer à travailler le fond des dossiers. Malheureusement, quand on a déjà une semaine très très remplie, ce qu'on arrive parfois à faire sauter en tant qu'élu, c'est justement ces réunions de fond. C'est-à-dire que dans une semaine où j'ai déjà 45 heures de réunion, passer en plus 4 heures à aller faire, par exemple, une conférence sur le plan d'action et de prévention des inondations, c'est-à-dire écouter une conférence des experts, c'est pas toujours facile, donc il faut vraiment le faire. Et je pense aussi que les acteurs et les actrices qui veulent pousser des sujets peuvent aussi proposer aux élus de venir soit écouter, soit participer pour essayer de faire en sorte qu'ils prennent mieux conscience de leurs enjeux. En tout cas, ce que je peux dire de cette slide, c'est que là, on est donc une semaine bien remplie, mais pas non plus extraordinaire. Enfin, c'est assez classique d'avoir des semaines comme ça. Une semaine où du coup j'étais 49 heures en réunion sur ma semaine. En plus de ça, il faut traiter les mails et les sollicitations. Et certains,
mais dans ce cas-là, ils s'organisent autrement, ont un travail en plus. Donc c'est vrai que moi, j'avais fait le choix d'être à temps plein sur mon mandat. Beaucoup d'élus, et c'est même la majorité en France, en fait, ont un travail à côté, et donc finalement, ils ont un mi-temps ou un plein temps, et en fait, leur semaine vient se condenser autrement, bien sûr. Par contre, cet équilibre-là, pour en avoir parlé avec d'autres collègues qui ont d'autres équilibres de vie, c'est toujours un peu ça, quoi. On a toujours à peu près un tiers de temps vraiment interne, on a du temps externe, enfin, c'est toujours un peu ces équilibres-là qu'il faut tenir. Hop, je sais pas, je ne vois pas le chat. Est-ce que quelqu'un me faisait coucou? Je ne sais pas, Eric Bourdet, s'il y a un problème. Non, ça va. Très bien. Donc voilà, ça vous donne une idée de pourquoi est-ce qu'on dit que la vie des élus est bien remplie. Et forcément, après, quand vous allez les rencontrer, quel que soit votre statut, il faut comprendre que enfin, un élu va enchaîner une réunion pour un sujet très compliqué des déchets. Il va vous voir, vous, 1 heure pour parler d'un autre sujet, puis il enchaîne ensuite avec une demande de logement social. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire ce travail de recontextualiser, de se dire que même si on lui a déjà présenté, il faut quand même remettre un peu dans les... réexpliquer dans quelle boîte et de quel sujet on parle vraiment, parce qu'on enchaîne un petit peu beaucoup les différents sujets, les différentes réunions. Donc je vous ai montré du coup un peu ce côté on devient élu et on fait peut-être partie du gouvernement local, l'agenda, mais après, évidemment, la question, c'est quoi les sujets dont on s'occupe précisément, les délégations et les compétences. Alors, du coup, c'est important de faire la différence entre ce qu'on appelle les délégations et les compétences. Les compétences, donc, c'est quand on est dans une collectivité, il y a un certain nombre de sujets qui incombent à la collectivité, c'est ce qu'on appelle les compétences. On décide, par exemple, que les écoles primaires, ce sont les villes qui s'en occupent. Dans toutes les communes de France, c'est les villes qui s'occupent des écoles primaires, ça fait partie de leurs compétences. Souvent, ce qu'on dit pour les métropoles, mais c'est aussi valable pour les Comcom de manière générale, les villes, les communes s'occupent plus des compétences dites sociales et les communautés de communes s'occupent plus des grands services urbains. Donc là, sur mon petit schéma qui est donc pour la ville de Nantes, mais c'est valable pour beaucoup d'autres, on va avoir les compétences de culture, de sport, de vie associative qui sont à la ville et les compétences d'eau et d'assainissement, d'énergie et d'environnement, de transport qui vont être à la métropole. Donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc la question des déchets et du compost, en fait, c'est intéressant de voir que, par exemple, tout ce qui est enseignement, c'est à l'échelle des villes. Donc si vous voulez travailler sur l'éducation, l'environnement, par exemple, autour du compostage, ça va plutôt être un sujet à la ville. Et si vous voulez travailler à l'échelle de la collecte des déchets ou de la mise en place de nouveaux systèmes, ça va plutôt être à l'échelle des Comcom ou des syndicats de déchets. Ça veut dire aussi que quand vous portez un plaidoyer, c'est probable qu'en fait, il s'applique aux 2 niveaux. Il faut simplement bien comprendre qu'il faut parler enfin, qu'on ne parle pas des mêmes sujets à l'un ou à l'autre, mais c'est probable que ça s'applique au même niveau, au 2 niveaux, pardon, et y compris pour les agents dans les collectivités. Alors, soit vous êtes dans une des deux, soit vous êtes dans des services mutualisés pour certains, certaines. Mais enfin, moi, je vois bien sur les politiques climat, on a dans les grandes villes avec des services mutualisés, on a tendance à sous-investir un peu les politiques énergie-climat dans la ville-centre parce que ça se joue plutôt à la métropole. Or, il ne faut pas non plus oublier, par exemple, une politique énergie-climat pour pas la ville de Nantes. Alors qu'on est très bon à la métropole et à la ville de Nantes, on peut être un petit peu moins bon justement parce qu'on a tendance à aller plutôt vers les grands services urbains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les compétences, donc c'est les responsabilités de la ville, et ça va être lié avec des délégations, c'est-à-dire pour ces différentes compétences, on va flécher des élus. Et là, du coup, il y a une petite complexité pour arriver à décoder, et je pense que les agents des collectivités sont justement en train d'essayer de détricoter cette complexité-là, puisque les nominations viennent d'être faites. Moi, par exemple, je vous ai donné ma délégation qui est donc sur la droite, là, une vice-présidence avec beaucoup de sujets, mais parfois, on peut avoir une appellation qui va être dite plus politique, donc pourquoi pas vice-président transition écologique, ça aurait pu être le nom de ma délégation. Et en dessous, en fait, de ce titre, il faut repérer quels sont les sujets. On pourrait très bien avoir une vice-présidente économie circulaire, par exemple, qui est en charge des déchets. Tout comme on peut avoir une vice-présidente énergie circulaire qui n'est pas en charge de la gestion des déchets. Donc, il faut aussi essayer d'avoir cette lecture-là pour essayer de comprendre comment ça marche si vous êtes externe à la collectivité. Ce qui est bien, c'est de poser la question directement aux agents ou aux gens que vous croisez pour savoir exactement qui gère quoi. Parce que si vous allez voir un interlocuteur et que c'est le mauvais, du coup, c'est un peu compliqué pour porter votre plaidoyer.
Voilà, donc ça, du coup, c'était un peu comprendre l'avis d'un élu, les compétences et les délégations. Ensuite, ce que je voulais qu'on regarde, c'est quoi, entre guillemets, le système d'un élu, c'est-à-dire ce à quoi il pense, c'est quoi un peu son environnement finalement. Et, et je pense aussi que pour argumenter sur un sujet, c'est bien d'avoir un peu d'essayer de cocher un peu toutes les cases. Alors ça, c'est une celle que j'ai fait moi-même. Je pense qu'elle peut être incomplète, imprécise. D'ailleurs, dans la conversation, après, s'il y en a qui veulent aussi apporter des témoignages, vous êtes les bienvenus. Euh, je pense que en gros, il y a un peu quatre blocs dont on peut parler. Le premier sujet et dans lequel les, les élus sont assez focalisés là en cette période de sortie de campagne, c'est les grands enjeux politiques. Donc il y a les convictions, les équilibres politiques locaux, surtout à l'échelle des Comcom, il y a eu normalement d'âpres discussions là pour trouver les équilibres de gouvernance. Le programme sur lequel chacune a été élu, avec une complexité à l'échelle de la Comcom, c'est qu'il n'y a pas forcément de programme. Enfin, en tout cas, ça a pu être travaillé à l'échelle des villes, mais pas toujours à l'échelle de la communauté de communes. Donc, ça peut être un peu compliqué d'arriver à lire et comprendre le projet politique de la majorité qui s'est dégagé et son parti politique qui peut jouer, ça peut aussi être des sujets syndicaux. Mais en tout cas, là, avec la campagne, ils sont tous très focalisés sur le programme. Et donc, le premier sujet, ça va être comment est-ce qu'on passe d'un programme à un projet de mandat. Et c'est vraiment le travail important qu'il faut faire entre les affirmations politiques pour expliquer ce qu'on veut faire à la population et ensuite la déclinaison sous forme de budget, de feuilles de route, etc. On y reviendra après sur ces différents vocabulaires. Le deuxième bloc, et je vous le disais, il est souvent sous-investi de la part d'acteurs qui font du plaidoyer externe, c'est l'administration. Parce que dès qu'on devient élu, on est confronté à un monde qu'on ne connaît pas forcément au début, en tout cas pas assez, qui est justement la structure dont on est élu, avec aussi son poids, son histoire qu'il faut appréhender. Donc, derrière toute décision, il y a des enjeux RH, de budget, des enjeux de dialogue social aussi. Euh, et euh, parfois, le fait de simplement avoir convaincu un élu sur le fond, ça peut bloquer parce qu'il y a des enjeux justement RH ou de budget derrière sur lequel il ne va pas forcément s'étendre, mais qui en fait peuvent poser problème. Le côté dialogue social est, je pense, un sujet très important dès qu'on va parler collecte, gestion des déchets, parce que en fait, c'est des délégations où il y a beaucoup de monde. On y reviendra après, mais suivant les délégations dont sont en charge les élus, il peut y avoir pas grand monde. Par exemple, donc moi, en tant qu'élu énergie-climat, les agents avec qui je travaillais, c'est principalement des ingénieurs territoriaux qui font de la planification. Mais en termes de nombre de personnes, c'est beaucoup moins que quelqu'un qui va s'occuper des espaces verts, par exemple, où il y a tous les jardiniers derrière et les jardiniers, je ne sais pas le nom féminin pour jardinier, mais bref, tous les jardiniers, ou alors quelqu'un qui s'occupe des déchets, où là, il peut y avoir tous les agents de collecte. Donc cette question de la RH, elle va jouer de manière un peu différente suivant les délégations. Le troisième bloc, c'est le local, donc l'ancrage, les habitants, les associations locales et les entreprises. Ça, évidemment, quand on porte un plaidoyer, c'est important d'y faire référence et de l'avoir en tête. Je pense aussi que pour les agents d'une collectivité, c'est intéressant. Alors, il ne faut pas que vous sortiez de votre rôle de neutralité politique, etc. Mais essayez, lorsque vous essayez de défendre un projet, pourquoi pas de pointer ou d'identifier les acteurs locaux qui vont soutenir le projet. Moi, je trouve que c'est souvent ce qu'on attend du politique, en fait, de faire ce travail-là. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas un sujet, c'est pas toujours facile au début d'essayer de comprendre l'écosystème dans lequel ce projet va s'insérer. Donc, si vous le connaissez, ça peut être bien quand même d'essayer d'expliquer, pourquoi pas, les associations déjà mobilisées, les controverses autour d'un dossier, voilà, tout en restant en tant qu'apporteur d'informations plus qu'en qu'en position tranchée. Et finalement, le dernier bloc, c'est le cadre. Donc le cadre, c'est la loi. Quand il y a une loi, évidemment, qui impose un certain nombre de choses, c'est quand même plus facile. Ça peut être les grands plans qui sont déjà votés à l'échelle de la collectivité, on en parlera un petit peu après. Les réseaux d'élus, ça c'est un espace aussi très important dans lequel je pense que c'est important de s'insérer. Alors, soit en tant qu'agent, vous êtes déjà en lien souvent avec, mais aussi en tant qu'acteur qui fait du plaidoyer, assez souvent les réseaux d'élus, ils sont preneurs
d'avoir des présentations, etc. Et vous pouvez toucher pas mal de monde. Et enfin, le meilleur argument de toute façon, c'est qu'est-ce qu'ont fait les autres. Alors, je l'ai mis dans le cadre parce que ça participe à une forme de jurisprudence, on va dire, sur les dossiers. Mais moi, je vois bien, quand j'ai dû convaincre sur des choses un peu compliquées en tant qu'élu, soit mes collègues, soit mes agents sur des choses un peu pas faciles. Bon, globalement, le fait de dire que le voisin a fait pareil et qu'il n'y a pas de raison qu'il soit meilleur que nous, ça marche bien et ça rassure sur la faisabilité d'un projet. Voilà, donc ça pour moi c'est un peu le système. Libre à vous déjà de récupérer cette diapo et de l'agrémenter de ce que vous pouvez constater. Mais je pense que quand on essaie d'argumenter sur un sujet, c'est bien de se demander si on n'a pas un des pétales qui manque, parce que potentiellement, voilà, vaut mieux essayer d'aller dans une autre zone argumentative quand on va argumenter quand ça bloque, plutôt que d'essayer de trop creuser un des sujets si jamais il est déjà acquis. Je suis à combien de temps là? Mais ça va. Voilà, du coup maintenant j'avais une petite partie les élus, les agents. Alors est-ce que je vous la fais? Ouais, ça peut être pas mal. Sachant que du coup bah, pour les agents des collectivités ça va être un peu redondant, mais je pense que pour ceux qui n'y sont pas trop, euh, c'est important. Alors là aussi c'est moi qui l'ai fait, je pense qu'il y a peut-être des choses perfectibles. Ce que je peux dire quand même c'est que il faut forcément, en tant qu'acteur externe, il faut forcément penser aux deux. Euh, si vous avez un sujet nouveau que vous voulez proposer pour le territoire, il faut avoir une stratégie pour dialoguer avec les deux, c'est-à-dire les agents et les élus, puisque l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Si vous avez convaincu un élu, mais que les agents de la collectivité en fait, ne comprennent pas le sujet, que ça ne correspond pas à ce qu'eux connaissent, qu'ils pensent qu'il n'y a pas de cadre, ça n'avancera pas. Et dans l'autre sens, si un agent super convaincu, mais que l'élu n'est pas, ça n'avancera pas non plus. Donc il faut forcément aller sur les deux volets. Donc, c'est quoi le rôle de chacun? Bah, l'élu est là pour donner les grandes orientations. Il vote et l'agent est là pour porter le projet de manière opérationnelle. L'élu vote et défend un budget sur des sujets importants, mais qui a été préparé par les agents et les agentes. Et d'ailleurs, c'est le moment aussi de vous dire que si vous avez des projets à faire financer pour l'année 2027, c'est le moment dès maintenant d'aller voir les équipes municipales. Alors, il faut les laisser arriver, mais en fait, les préparations budgétaires peuvent être très longues. Donc, ça dépend quand est voté le budget, mais ça peut être très long. L'élu est garant d'une politique publique et quand ça sort un peu, il peut proposer des expérimentations. Donc vous verrez que dans la présentation, je présente souvent ça comme ça, en disant que l'expérimentation, pour moi, c'est ce qui peut sortir un peu de la politique publique, c'est-à-dire on a décidé de collecter les déchets de telle manière, un acteur arrive en disant bah, on pourrait faire d'une autre manière, on ne va pas redéfinir tout le système du jour au lendemain parce qu'il y a un nouveau, mais on pourrait dire bon bah tiens, sur tel quartier, on va pouvoir essayer ça, penser des marchés publics un peu spécifiques tester. Et du coup, lorsqu'on repensera la politique publique, on aura déjà testé ce truc. Donc, en vrai, on peut faire des expérimentations dans le cadre de la politique publique existante, mais je pense que c'est un bon vecteur de dire essayons ensemble et puis on fera un bilan après. Et l'agent, lui, a souvent en tête d'assurer une continuité du service public. Ça fait quand même partie du job d'assurer bah, l'égalité des citoyens devant la politique publique et le fait que bah, il faut qu'il y ait une continuité et que les enjeux de sécurité notamment soient bien assurés. Euh, Et en termes de légitimité, bah, l'élu n'est pas censé être compétent. Donc enfin, il peut l'être, mais c'est pas dans sa fiche de poste en tant que tel. Il tient légitimité du vote. Donc c'est pas toujours une bonne idée quand vous échangez avec un élu d'essayer de le mettre en défaut sur sa compétence technique parce que a priori vous y arriverez, mais ça sert pas à grand chose. Par contre, du côté agent de la collectivité, lui ou elle est là parce qu'il ou elle est compétente et notamment via le concours pour les fonctionnaires. Euh, et donc, il y a une relation qui est assez complexe à appréhender. Si vous êtes dans une collectivité et que vous n'avez jamais eu affaire aux élus, parce que voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, c'est vrai que c'est pas toujours évident au début de comprendre comment fonctionne cette relation. Les élus ont tendance à plus tourner que les agents qui restent souvent plus longtemps dans une collectivité. Il faut faire une différence entre les élus qui ont beaucoup d'agents et pas beaucoup. Et après, le rôle de l'agent de la collectivité, il est vraiment central parce que d'un côté, c'est lui qui va faire. S'il n'y a pas d'agent derrière, le projet ne se fera pas. Mais parfois, ça peut être aussi une forme un peu de conservatisme, au sens positif du terme aussi. C'est-à-dire, le job, c'est de s'assurer que la collectivité fonctionne et que ça ne change pas du tout le temps. Mais en même temps, voilà, ça peut être aussi un blocage interne si jamais l'administration n'est pas convaincue. Ok, donc ça, c'est la différence élu-agent qui est important à comprendre et du coup important d'avoir une stratégie pour aller convaincre les deux, puisque chacun des deux n'ont pas forcément les mêmes enjeux.
Je voulais faire un petit tour et après, ouais, je vais tranquillement aller vers la fin pour laisser une place aux questions. Un petit tour sur la question du vocabulaire. Parce qu'en fait, souvent, on va être confronté à des mots qui sont donc vraiment du domaine des politiques publiques et c'est cette idée on porte une politique publique, mais en fait, c'est pas forcément facile de comprendre ce que c'est vraiment qu'une politique publique. Benjamin a parlé de la question des 100 jours. Donc, je vous ai fait ce petit graphique maison, là encore sûrement perfectible, avec les différentes échéances est-ce que c'est plus des sujets plutôt opérationnels et techniques ou plutôt stratégiques et politiques. Donc sur le long terme, on va avoir tous les plans et les programmes locaux. Par exemple, vous avez le fameux PLPDMA pour la question des déchets. Donc ça, c'est vraiment un plan sur 6 ans. On a mis 3 ans pour le concevoir. Ça a été un peu compliqué. Ça a demandé beaucoup de dialogue. Bon, maintenant c'est en route, c'est du long terme. On peut avoir des schémas directeurs qui sont une version déjà un peu plus technique, souvent qui vont être un peu plus opérationnels. Et ensuite des plans pluriannuels d'investissement, PPI, où là, c'est la déclinaison financière de ce sujet-là. J'ai mis 6 ans et plus parce qu'une PPI, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin quand on est sur des gros équipements. Ensuite, dans l'entre-deux, on va avoir les programmes d'action. Donc, par exemple, sur le plan climat, par exemple, de la métro, enfin, d'une n'importe quelle collectivité, on doit viser la neutralité carbone en 2050, mais on ne va pas avoir un plan d'action qui définit tout ce qu'on fait année après année jusqu'à 2050, ce n'est pas possible. Donc on a un plan d'action qui va être entre 3 et 6 ans, 6 ans en l'occurrence, et qui donne quand même un peu plus d'échéance sur ce qu'on imagine faire dans les 6 ans à venir. Et ensuite, sur du plus court terme, à moins d'un an, enfin un an, on va avoir donc le travail sur les budgets annuels et du coup là aussi un sujet opérationnel et technique dans lequel le politique met plus ou moins son œil suivant les collectivités. On a les feuilles de route. Souvent, les collectivités vont écrire pour la première année du mandat une feuille de route qui permet aussi de mettre en action le mandat, de se mettre d'accord sur quelles sont les premières actions qu'on va mener, parce qu'on ne va pas pouvoir tout mener de fond. Donc c'est intéressant aussi de voir si une collectivité s'est engagée à travailler sur le compostage, par exemple, bah, qu'est-ce qui a été inscrit dans la feuille de route. Finalement, les 100 jours. Alors, les 100 jours, pour le coup, c'est quelque chose de plus politique, qui est en fait un document dans lequel on vient écrire qu'est-ce qu'on a envie d'avoir fait dans les 100 jours ou d'avoir lancé dans les 100 jours pour que les gens se disent, ah, on a voté pour quelqu'un, le programme est en train d'être mis en place, la preuve, nanana. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 100 premiers jours? Si vous êtes un agent de la collectivité et que vous avez un sujet important à porter, ça peut être quand même bien de glisser à votre élu que, tiens, sur tel sujet qui a été un sujet de campagne, voilà ce qu'on est capable de faire dans les 3 4 mois pour déjà envoyer un signal et pour montrer qu'on est capable d'agir. C'est pas forcément avoir mis des composteurs partout, il faut être réaliste, mais par contre, peut-être avoir fait une expérimentation, en installer 2 3 dans des endroits où il y a une attente. Enfin, voilà. Ça peut être bien d'essayer d'avoir vous aussi cette stratégie-là pour faire que votre élu il sente que, bah, en fait, il peut s'appuyer sur vous, y compris pour faire des remontées qui correspondent à ces petites cases à lui. Je me dirige tranquillement vers la fin, sinon je vais parler 1 heure et demie. Je vais vous faire un petit retour d'expérience sur conseil de Benjamin sur euh, les, euh, les campagnes que j'ai vécues en tant qu'élu ou que j'ai subies, ça dépend des points de vue. Euh, alors, j'ai pas trouvé, Benjamin, la question sur laquelle j'ai changé d'avis, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais en tout cas, les deux premiers dont je vais vous parler. On avait un travail sur le règlement local de publicité métropolitain qui, je trouve, est un bon exemple d'une bonne articulation entre le secteur associatif et les élus. Donc moi, je suis arrivé en tant qu'élu très convaincu du fait qu'il fallait réformer le règlement local de publicité pour enlever de la publicité de l'espace public. Mais en même temps, c'est des sujets très compliqués sur lesquels je n'avais pas du tout les compétences et sur lesquels je ne comprenais pas grand-chose en fait au début. Et il y avait un secteur associatif très structuré pour faire des interpellations grand public et aussi produire toute la donnée sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans la loi, etc. Donc on a pas mal travaillé ensemble pour que eux finalement me forment d'une certaine manière à c'est quoi la loi sur le RLP, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qui puisse interpeller aussi la collectivité, dire ce qui est bien, dire ce qui n'est pas que bien, parce que si vous regardez ce qu'ont produit les militants à Nantes, ils ne sont pas que dithyrambiques sur ce qu'on a fait sur la publicité. Mais en
cas, il y a eu une bonne articulation entre les deux et ça tombait bien en plus parce qu'on était en train de réformer le règlement local de publicité. Donc, il y avait une bonne articulation à ce niveau-là. Et moi, ils m'ont donné tous les éléments légaux pour que je puisse ensuite aller porter ce sujet dans la collectivité. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce qu'on a pu obtenir parce que ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, il y a eu une bonne articulation là à ce niveau-là. L'autre sujet dont je voulais vous parler, c'est un sujet assez récurrent pour certains acteurs associatifs, notamment dans le milieu environnemental, c'est est-ce que la relation qu'on va avoir, elle est de subvention ou de marché public? Alors, on a ce sujet-là pour quelques associations sur la métropole de Nantes. En fait, si on a une association qui porte un projet associatif et qu'en même temps, ça correspond à un besoin fort de la collectivité, imaginons installer des composteurs de quartier, par exemple, je dis ça au hasard. Est-ce qu'on considère que c'est un marché public, c'est-à-dire que la collectivité faire un appel d'offres public et l'association répond et du coup on a une relation contractuelle classique? Ou est-ce qu'on considère que c'est dans le projet de l'association et donc on lui donne une subvention pour ça? Ça change complètement la relation parce que dans le cas d'une subvention, c'est plus le projet associatif qui est mis au cœur, alors que sinon c'est plus le service auquel la collectivité a accès. Ça a aussi des répercussions légales. Et moi, j'étais assez d'accord avec les acteurs associatifs sur le fait qu'un certain nombre de projets qui étaient portés auraient dû passer sous forme de subvention, mais légalement, on m'a bien fait comprendre que ce n'était pas possible et qu'il fallait rester sous forme de marché. Donc là, c'est un exemple d'un sujet où moi j'étais convaincu politiquement, mais où il y avait un blocage technique parce que bah, les arguments juridiques, en tout cas, n'ont pas convaincu les services sur ce sujet. Voilà. Après, j'avais un truc, quelques conseils en rendez-vous. Je vous propose de prendre des questions et puis après, je repasserai là sur ce sujet si jamais il y a des envies. Mais déjà, voilà, je vous laisse la parole, faire des questions, réactions, et aussi des témoignages d'ailleurs, parce que je suis placé là en tant qu'expert, mais je pense qu'il y a plein d'expertises, donc voilà, n'hésitez pas. Il y avait une question sur les conseils de développement locaux, voire le Césaire, il me semble, au niveau régional. Si jamais il y a des choses à partager sur ce sujet-là, je pense que ça peut être intéressant aussi, bah, notamment dans les communautés de communes qui ont un conseil de développement à côté et selon leur politique, peut-être certaines structures vont plutôt aller vers l'une ou vers l'autre. Si ça peut être un sujet qu'on aborde aujourd'hui. Bah ça, enfin, donc en effet, quand il y a un conseil de développement ou n'importe quelle instance de démocratie participative, c'est intéressant parce qu'en fait, ça vient donner une forme de légitimité potentiellement au plaidoyer que vous pouvez porter. Souvent, en plus, il y a un travail un peu d'objectivisation du sujet qui est intéressant enfin, qui est intéressant pour la politique publique. Donc, je pense qu'en effet, c'est une bonne entrée. Sur le Césaire, alors là, c'est de mon expérience, mais c'est un petit peu plus éloigné quand même de la vie de l'élu local, sauf s'il y a un lien particulier, particulièrement fort entre la région et la communauté ou la commune en question, mais souvent c'est quand même un petit peu plus éloigné enfin, de la vie de la commune. Donc je pense que s'appuyer sur les instances de démocratie participative locale est quand même un peu plus puissant si c'est un plaidoyer auprès des communes ou des Comcom que vous visez. Je pense que les conseils en rendez-vous, ça peut peut-être amener d'autres questions. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Très bien. Et ben dans ce cas-là, les conseils rendez-vous. Alors les conseils rendez-vous, je les ai pensés plutôt pour des acteurs externes, mais je pense que qu'on peut facilement transposer. Ça fonctionne, mon truc. Oui. Alors, je le fais un peu basique, mais en même temps, c'est pas toujours facile de savoir comment créer des relations avec des communes. Donc déjà, il y a toute la question. Hop, il y a toute la question en amont, comment on interpelle. Bon, un élu, il va être facilement un peu débordé, il ne sait pas forcément que répondre quand vous l'interpellez, parce que c'est pas facile. En fait, c'est pas forcément son sujet, il connaît pas forcément ce sur quoi vous l'interpellez. Donc, passer par mail, ça permet quand même de transmettre, de demander son avis au service technique, d'essayer de préparer le rendez-vous. Donc, mon premier sujet, c'est interpeller les gens par mail et essayer de faire du off ensuite et du contact direct, pourquoi pas par téléphone ou autre, pour essayer de créer une relation directe.
direct et faire en sorte qu'ils ne disent pas c'est un truc copier-coller qu'on m'a envoyé. En amont d'un rendez-vous, je vous recommande aussi d'essayer de trouver des exemples de territoires similaires qui auraient fait ce que vous aimeriez que la collectivité fasse. Alors, territoire similaire, ça veut dire que si vous allez voir une petite commune en centre-Bretagne et que vous leur dites Nantes Métropole a fait pareil, forcément, ils ont du mal à s'identifier parce ils se disent, bah oui, mais c'est pas les mêmes tailles, c'est pas les mêmes enjeux. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'essayer de trouver des territoires un peu variés. Je crois que le réseau travaille justement sur identifier des projets exemples un peu partout. Donc ça, c'est très précieux parce que ça fait que vous pouvez complètement dire telle commune de 5000 habitants l'a déjà fait. Et ça, c'est valable du coup aussi bien pour les agents de la collectivité que pour des acteurs externes. Identifier les actions déjà en place qui correspondent à ce que vous voulez pour valoriser l'existant. Ça, il faut se dire quand même que ce soit des anciens ou des nouveaux élus d'ailleurs, ils n'ont pas forcément en tête tout l'historique des choses qui ont été faites. Et donc, s'il y a déjà une expérimentation qui a été faite dans la Comcom sur un sujet qui était peut-être un succès ou pas, revenir dessus pour le pointer, pour faire un retour d'expérience, ça peut quand même permettre de réamorcer la conversation et pourquoi pas de redévelopper un projet autour du compostage. Ensuite, pendant le rendez-vous, pensez bien à vous présenter, à redonner le contexte. Encore une fois, la personne que vous voyez, elle a une journée qui va durer 12 heures. Elle sort d'un rendez-vous sur la question d'un logement social qui a été compliqué. Elle va enchaîner ensuite avec un déjeuner euh, politique où ils vont s'engueuler pour les élections départementales, imaginons. Vous avez 1 heure, donc il faut vraiment redonner le contexte pour reposer le pourquoi on se parle, même quitte à vous représenter, même si vous l'avez déjà vu 3 4 fois, mais juste ça permet de re-rentrer dans la conversation et aussi laisser le temps du papotage. Ça, c'est surtout valable pour les acteurs associatifs. Parfois, j'en vois qui vont un peu trop vite dans le dur du sujet, c'est-à-dire ils ont un plaidoyer, ils ont un message, tout de suite ils vont foncer sur le truc. Bon, humainement, on a aussi envie de connecter avec les gens et de se dire, voilà, pourquoi je vois les gens qui font de l'humusisation, pardon, j'ai jamais le bon mot, dans le chat, qu'on connaît bien. Bon, bah, pourquoi vous vous intéressez à ce sujet? C'est intriguant. Donc, en fait, essayez de connecter un peu au niveau personnel avec les gens avec qui vous parlez et pas rentrer tout de suite dans le dur. Ne cherchez pas à mettre votre interlocuteur, interlocutrice dans l'embarras. Ça, je le dis parce que parfois, quand on a des désaccords politiques aussi, un peu personnel, on peut être tenté d'essayer de pointer les insuffisances de l'action publique en face. Si vous êtes à un rendez-vous où il y a des jeux de représentation, par exemple, avec 2 élus qui ne sont pas toujours d'accord sur tout, ou alors des élus et des agents et qui jouent aussi des choses en termes de posture, créer de l'embarras et du conflit, c'est pas toujours très stratégique. Ça peut l'être, mais il faut que ce soit une stratégie. Il ne faut pas que ce soit juste l'envie de montrer qu'on sait mieux que l'autre, parce que ça peut vous desservir. D'autant que euh, peut-être que la personne à qui vous parlez ne connaît pas votre sujet ou connaît mal votre sujet, mais ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne va pas y accorder de l'importance une fois que vous l'avez convaincu. Jongler entre différents registres d'arguments, ça c'est important. Voilà, faut avoir en tête ce que je pointais tout à l'heure, le juridique, les enjeux locaux, le voisin l'a déjà fait. Essayez quand même d'avoir une palette d'argumentation pour convaincre les personnes. Ne soyez pas focaliser que sur vos besoins, mais aussi sur ceux de votre interlocuteur. Donc ça touche aussi à quand je vous parle de l'administration, par exemple. Essayer de. C'est dur d'anticiper, puis ça demande une préparation trop forte, mais en tout cas, essayer de comprendre les problèmes, quitte à poser la question sur pourquoi est-ce que ce projet, ça pourrait poser problème d'après vous. Si vous êtes sur un rendez-vous de contact et que vous avez réussi à convaincre sur le fond, bah dites, bon, bah, du coup, ce serait quoi les freins aujourd'hui pour développer du compost un peu partout? Et du coup, commencer à essayer de se mettre dans la peau de l'interlocuteur en face. Donc ça, c'est quelques conseils sur pendant le rendez-vous. C'est évidemment pas exhaustif, mais c'est un peu des biais que j'ai pu voir en tant qu'élu sur les rendez-vous auxquels j'ai pu participer. Et ensuite, le après, ça c'est très important, parce que je trouve aussi que là, on peut pêcher là-dessus aussi. Savoir comment clôturer une conversation, s'il vous plaît, il faut travailler là-dessus. Parce qu'en fait, en gros, si on a un rendez-vous de 9h à 10h, on voit bien qu'on papote, on papote, on papote. Il est 9h59, l'élu dit, il faut que je parte, j'ai un rendez-vous à 10h. Il part et il ou elle part. Et là, vous n'avez pas réussi à clôturer sur ce que vous vouliez. Donc, avoir préparé d'avance, 5 minutes avant la fin, je reviens sur tel, tel et tel sujet. Ça peut être invité à l'AG de mon asso qui arrive. Pour l'agent, rappeler les dates clés ou les enjeux financiers qui vont arriver aussi. En tout cas, ayez noté d'avance le but initial de la réunion et du coup, le but en termes de clôture. Et ça montre en plus que vous êtes arrivé préparé.
Proposer du concret, donc pourquoi pas pour un élu, que d'ailleurs que vous soyez agent ou dans une asso, dire pour découvrir le compost, vous pouvez peut-être passer à l'AG de tel asso ou alors de telle entreprise qui va se tenir, visiter un site d'une commune, ça c'est très bien pour les nouveaux élus d'ailleurs, parce que on enchaîne les réunions, mais on est quand même preneur d'avoir un peu de concret et de physique, donc je vous recommande aussi de proposer ça, d'envoyer une documentation pour se revoir ensuite, pourquoi pas. Et penser aux deux suites à donner, c'est-à-dire il faut donner une suite politique, mais il faut aussi donner une suite technique. Peut-être qu'on pourra avoir un témoignage d'un agent d'une collectivité là-dessus, mais moi je pense que rappeler quelques jours après ou le lendemain l'agent qui était présent à la réunion pour débriefer, voir un peu ce qui s'est, enfin, avoir son avis, ça peut être assez précieux pour la suite parce que c'est lui qui va faire avancer le dossier si jamais vous avez réussi à convaincre l'élu. Du côté politique, il ne faut pas hésiter à faire des retours, mais il faut quand même comprendre ce sur quoi on peut faire des retours. Enfin, ce sur quoi on peut revenir vers. Donc, typiquement, si une semaine après, il y a une grosse actualité dans le domaine du compost avec une loi qui vient de passer, qui est, je sais pas, soit qui est positive, soit qui est négative, bah, faites-lui un mail en disant, voilà, il y a une loi qui vient de passer, c'est l'occasion d'eux, ou alors ça nous inquiète pour ça. Enfin, essayez de créer un lien en se disant que vous êtes déjà embarqué dans la même aventure. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour moi. C'est un peu, je suis content de témoigner, puis en même temps, j'avais jamais fait ce format sur le plaidoyer, donc je prends aussi vos retours, vos questions. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. On peut, voilà, on arrive proche de la fin, il est 11h58, mais on peut déborder un petit peu si vous avez des questions ou des témoignages, comme disait Tristan. Et après, ceux qui doivent y aller, on comprend tout à fait. On vous fera un petit retour. Et puis, comme je disais, le webinaire sera diffusé en ligne. Euh, voilà. Donc, voilà, si vous avez encore des questions ou des petits témoignages que vous voulez apporter, n'hésitez pas. Peut-être une question très pratico-pratique. Euh, donc la question c'est quid de l'adhésion d'une collectivité à une association? Quelle procédure, s'il y en a une, qui pour siéger à un conseil d'administration pour les structures associatives? Est-ce que c'est plutôt l'élu, l'agent? Est-ce que ça dépend des collectivités? Si jamais il y a un retour d'expérience sur le sujet, je pense que ça peut intéresser nos structures associatives. Moi, je veux bien répondre sur le volet élu, et si quelqu'un veut répondre sur le volet plus, enfin sur d'autres, allez-y. Moi, je pense que c'est une très bonne idée de créer un lien un peu institutionnel avec vos potentiels partenaires. Parce que en ce moment, par exemple, toutes les collectivités font les désignations. Donc, ça veut dire qu'on est en train de se mettre d'accord. La métropole de Nantes, par exemple, on a 700 organismes où on siège. Et donc, il faut qu'on se mette d'accord sur tous les élus, Ville de Nantes et Métropole, de groupés. Donc, on se mette d'accord sur tous les élus qui va où. Ça va de l'école primaire du coin à un réseau européen sur la transition écologique. Si vous êtes s'il y a un collège des collectivités dans votre association, de fait, vous intégrez ça, et donc de fait, on se pose la question, tiens, on est adhérent à tel réseau, qui ça intéresse? Et donc tout de suite, vous enclenchez quelque chose dans la relation avec les collectivités. Et en plus, puisque va y avoir peut-être une AG annuelle et puis un autre moment fort, bah de fait, ça vous donne une excuse pour faire un lien avec les élus, avec les agents de la collectivité. Donc je pense que c'est quand même assez bien pour, entre guillemets, faire forcer un peu le fait qu'on suive votre projet au jour le jour. Après, il faut que c'est du sens et que ça colle bien, mais je pense que dans le lien que vous pouvez faire, c'est assez précieux. Et moi, je vois bien hein, les assos où je siège, de fait, je les connais mieux, je connais mieux ce qu'elles portent, elles arrivent à mieux me solliciter, donc c'est quand même un peu plus. Enfin, il y a un lien qui est meilleur. Merci. Il y avait une question sur le type de structure qui favorisera les relations avec les collectivités. Je pense que ça revient aussi un peu sur les sujets de voir quel échelon a la compétence, la délégation, etc. Mais peut-être qu'il y a plus à en dire. Est-ce qu'il y a des types de structures qui échangent mieux avec les collectivités, les cycles, les assos, les entreprises privées, ou est-ce que ça ne change pas forcément quelque chose? Enfin, ça, clairement, le fait d'être une asso qui défend un projet d'intérêt général, c'est tout de suite, ça marche beaucoup mieux pour aller voir une collectivité.
Si vous avez besoin vous pouvez aussi envisager des formats hybrides. Je pense par exemple à Nantes, il y a un syndicat de copropriété qui se veut, enfin, un syndicat coopératif. Et donc, eux, ils ont leur syndicat de copropriété innovant dans l'économie sociale et solidaire. Et à côté, une association et un réseau qui fait la promotion de tout un tas de sujets sur le fait de créer plus de liens entre les habitants, etc. Le fait d'avoir les deux, ça permet quand même d'aller voir les collectivités en disant je ne cherche pas juste des marchés pour moi, je défends un projet de territoire, etc. Donc c'est toujours mieux. Après, c'est des formats coopératifs permettent de faire des entre-deux. Quand vous êtes une entreprise, vous rentrez souvent plus dans une case un peu plus classique de marché public. Alors, dans les marchés publics, on fait aussi du sourcing, hein, donc enfin, on est à l'écoute aussi de ce qui se passe pour émettre des marchés qui correspondent à ce qui existe. Mais bon, c'est parfois un peu moins facile pour défendre un sujet général. Là encore, j'écoute les retours, hein, parce que je prends des positions un peu fermes sur les choses, donc je regarde les caméras allumées pour voir s'il y a des désapprobations ou pas. Ou s'il y a des agents qu'on reconnaît qui veulent prendre la parole, vous pouvez. Après, en termes de questions dans le chat, moi, il y avait au début, dans les questions du début, c'était voilà, avoir des pistes d'action pour, euh, pour mieux appréhender et convaincre les élus. Je pense que c'était voilà, le thème global du webinaire, donc des éléments ont déjà été donnés. Euh, Là, il me semble que dans le chat, on a fait le tour de ce qu'il y avait. Oui, dans les outils qui peuvent être utiles, du coup, voilà, le manifeste, il y a plusieurs versions de notre manifeste, des versions plus ou moins courtes, avec plus ou moins d'argumentaire ou plus ou moins de mesures. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, à dire, ah bah voilà, regardez ce que fait le réseau des acteurs du compostage de proximité, ce qu'il propose. Voilà, ça peut permettre d'appuyer vos argumentaires en s'appuyant sur un argumentaire, on va dire, d'un réseau national. Euh, Comme tu l'as abordé, il y a les sites vitrines qu'on est en train on a commencé à désigner les premiers lauréats enfin, les premiers sites vitrines et du coup sur lequel on va communiquer, mais qui est un outil aussi, enfin, qui est avant tout un outil au service de vous, qui est là justement, comme tu disais, pouvoir servir de démonstrateur auprès d'élus, que ce soit de votre Comcom ou d'une Comcom plus extérieure. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous euh, pour ça. Euh, voilà, du coup, comme tu l'as très bien dit, on va conclure là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les renvoyer. Donc, vous pouvez me renvoyer des mails à pays de la Loire Grand Ouest réseau compost .org. Enfin, il suffit de répondre au mail que je vous ai envoyé hier. Voilà, et on va continuer à être là et je vous remercie à tous d'avoir été là aujourd'hui. Bonne fin de journée. Au revoir tout le Et monde. merci encore à Tristan pour le temps qu'il nous a accordé cette présentation, cette première présentation Ouais. sans Bon montage. courage et longue vie au compost. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Je pense qu'on peut couper l'enregistrement.